Merci de nous rester fidèles en cette nouvelle année 2024. Tous nos meilleurs vœux vous accompagnent en espérant que la météo politique sera plus clémente cette année. Que retenir du discours de Nouvel An du chef de l'État prononcé ce dimanche 31 décembre et quel pourrait être ce personnage fédérateur autour duquel l'opposition ivoirienne se retrouverait en 2025, comme l'a exprimé Guillaume Soro dans son adresse aux Ivoiriens, également hier au 31 décembre. Le plateau est particulièrement garni pour cette rentrée en matière. Soro Djabiga, journaliste politique, et Nando Dapa, président de l'Union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire. Nous avons également Michel Betta, qui est directeur de publication du quotidien Le Bélier. Et enfin, Yacouba Sangaré, rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Patriote. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Agui. Et meilleurs vœux à vous. À toi aussi, à tous nos auditeurs. Merci à vous. D'accord, et bien sûr à tous nos téléspectateurs. Alors là, nous avons tous entendu hier le discours du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a présenté un tableau plutôt élogieux de l'action gouvernementale en 2023. Je commencerai par vous, Nando Dapa, vous en tant qu'observateur politique. Quelles sont vos impressions après avoir entendu ce discours du président de la République? Je voudrais d'abord saluer la Côte d'Ivoire, saluer tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire et souhaiter à chacun et à chacune mes vœux les meilleurs de 2024. Alors, le discours du chef d'État était attendu parce que, comme chaque année, chaque citoyen, chaque Ivoirien attendait que le chef de l'État, qui est le premier citoyen, s'adresse à la nation. Et c'est ce discours que le président de la République a prononcé. Et ce discours avec plusieurs facettes. Au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan sportif. Et donc, les Ivoiriens étaient plutôt perchés aux lèvres du chef de l'État, attendant qu'il soit libéré. Parce que, vous voyez, c'est l'année nouvelle qui commence. C'est une année qui a tiré sa révérence et beaucoup de choses ont été faites. Et beaucoup de choses sont également attendues. Le président de la République, au 31 décembre 2022, avait fait des promesses. Il avait tenu un discours qui a pris forme, qui était en exécution pendant 2023. Et donc, à la fin de 2023, il fallait faire le bilan. Et après le bilan, il fallait s'attendre au sillon de 2024. Et donc, on sait qu'en 2023, l'année était consacrée à la jeunesse. Quel était donc le bilan de cette année? Quels sont les dividendes que les jeunes ont tirés? Et 2024, ce sera une année consacrée à quelle partie de la société? On sait qu'il y a une année, le président avait consacré l'année aux travailleurs, aux fonctionnaires, et aux travailleurs du public, aux travailleurs du privé, avec une augmentation des salaires, une augmentation du SMIC, et en plus, 2023, il y a eu l'année de la jeunesse où beaucoup de choses l'État a accordé beaucoup de privilèges, j'allais dire, à la jeunesse. Et le président de la République a même dit que plus d'1 million de jeunes ont été impactés par l'action gouvernementale. Et donc je pense que c'est un discours qui avait sa raison d'être. Le président a parlé, il y a eu des réactions. Et personnellement, j'ai apprécié ce qui a été fait. J'ai apprécié ce qui a été fait. Mais en même temps, il y a eu beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes, surtout à la fin de cette année où on a constaté une flambée des prix des denrées alimentaires, des prix des produits de première nécessité, une flambée qui est due, j'allais dire, à la conjoncture internationale. À la conjoncture internationale qui a eu pour conséquence, j'allais dire, l'augmentation du prix du carburant. Et aujourd'hui, le 1er janvier 2024, va rentrer en vigueur une autre augmentation du prix de l'énergie à hauteur de 10%. Je pense que le président de la République a fait le tour d'horizon de toutes ces réalités et il a fini par annoncer la bonne nouvelle de l'organisation de la CAN qui enfin va se dérouler pour la deuxième fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire sur nos terres. Vous êtes resté quelque peu sur votre fin. On poursuit justement le tour de table avec vous, Michel Betta, à la lecture, donc à l'écoute, pardon, de l'intervention du chef de l'État. Quelles ont été vos impressions en tant que journaliste? Moi, je ne pourrais rien vous cacher.
Le chef de l'État a tenté de donner à la fin de son discours une note d'espoir, mais la réalité est tout autre. Vraiment, il ne faudrait pas se laisser gagner par ce spectacle politique qu'il a livré. Je peux dire qu'il a livré plus une publicité politique qu'un discours même de fond sur lequel il était attendu. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui sont dans la réalité quotidienne, où la cherté de la vie est un vécu de nos populations dans lesquelles elles arrivent difficilement à s'en sortir. Et on a vu encore les augmentations qui vont se poursuivre avec ce qu'on a appelé le réajustement du coût de l'électricité. Donc aujourd'hui, on attendait le chef d'État sur des mesures concrètes pour aider ces populations-là à faire face à ces réalités-là, mais on n'a rien entendu de cela. On a plutôt entendu un discours qui fait un bilan de 2023 au niveau de la jeunesse, où on nous explique que la jeunesse a été impactée, à 1 million de personnes ont été impactées par les programmes. Mais moi, je dis souvent, le pouvoir, c'est pourquoi je comprends mieux les propos du porte-parole du gouvernement qui disait que le pouvoir a sa Côte d'Ivoire et puis les populations ont leur Côte d'Ivoire. Parce que les pouvoirs et les populations n'ont pas la même réalité, visiblement. Il a quand même évoqué un chiffre de croissance de 7% sur lequel c'est débattable. C'est ce qu'il avait annoncé depuis l'année dernière. Non, depuis l'année dernière, on était à ce même chiffre de croissance de 7% et on a eu ces augmentations-là. Et la cherté de la vie n'a fait que flamber. Moi, je dis, j'étais victime de... Je peux dire, j'étais en face d'une réalité qui m'a vraiment sonné. Je viens une semaine avant, je paye un produit, soit je donne un prix comme ça, mais le lendemain, je viens un produit de première nécessité, le lendemain, une semaine après, je viens, ça a doublé. Mais j'ai dit, mais comment on fait pour tenir à ce niveau-là? Comment on fait pour tenir son budget? Comment on fait pour vivre avec ça? Vraiment, c'est à quoi que les politiciens ivoiriens, notamment le pouvoir Ouattara, a sa réalité. Et les Ivoiriens, dans leur ensemble, ont leur réalité, qui ne sont même pas les mêmes. La preuve en est, il n'a même pas évoqué des mesures concrètes pour accompagner les populations après l'augmentation des coûts de l'électricité. Alors que dès le mois prochain, on annonce une mesure qui va avoir cours dans une semaine, on l'annonce une semaine avant, mais où il tire l'argent pour faire face à cela. Parce que nous n'allons pas nous tromper pour penser que tout le monde a un salaire mensuel. Il y a d'autres qui gagnent leur argent au jour le jour. Et s'il n'a pas prévu ça, il ne peut même pas faire face à cette dépense-là dès que ça vient. C'est ça aussi la réalité. Et nous, moi, j'avais pensé que le président aurait mis des mesures, appelé ses acteurs à mettre des mesures d'accompagnement pour aider ces populations. Je veux parler comme ça de... parce que si tu ne peux pas payer, il y a une pénalité. Est-ce qu'on ne peut pas suspendre les pénalités en attendant que les gens aussi puissent mobiliser les ressources pour faire face à ces charges-là. Bref, je dis le président tente de donner un espoir qui n'est pas la réalité et c'est dommage. Il a fait un discours dans lequel ce que je retrouve, c'est qu'il n'est pas en phase avec la population. Et vraiment, je crois que Ouattara a sa réalité, le pouvoir Ouattara a sa réalité, les populations ivoiriennes ont leur réalité. Espérons que vraiment nos populations qui souffrent déjà suffisamment de tout ce qu'on a évoqué, tel que cherté de la vie, chômage des jeunes, parce que 1 million de jeunes dans une population de 29 millions d'habitants, mais il y a la formation, il ne faut pas oublier qu'il y a la formation. Et la question de l'emploi, c'est la plus importante. Mais là, on est au niveau plus de la formation que de l'emploi. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une réalité tout autre que celle que le chef de l'État évoque. Et moi, je veux que le peuple de l'État se penche sur la réalité des Ivoiriens et non pas dans les discours. Vous estimez justement que le pouvoir est déconnecté? Il est déconnecté totalement de la réalité des Ivoiriens. Parce que quand vous... Je vais revenir un peu. On va permettre justement, vous allez revenir tout à l'heure, on va permettre justement à Djabiga de donner aussi son impression. On va boucler avec vous, Sangaré, de donner justement son impression sur ce discours que tout le monde attendait. Les deux confrères sont restés sur leur faim. Vous, à votre niveau, quelle a été votre lecture? Merci très cher Hadji de me donner l'opportunité de réagir sur le discours du président Alassane Ouattara. Il faut dire que c'était un discours qui était porteur d'espoir. Le président s'est essayé, il a tant bien que mal essayé de tenir la flamme, de faire encore espérer les Ivoiriens une fois de plus. Mais la réalité est tout autre. Si bien que sur les réseaux sociaux, ça ne paraissait pas, on n'avait pas l'impression que le président venait de réagir, de parler, comme c'était le cas en 2022. En 2022, après le discours du président Alassane Ouattara, les jeunes se sont mobilisés. C'était la joie sur les réseaux sociaux. On diffusait son discours, son allocution un peu partout parce qu'il avait annoncé une bonne nouvelle.
qui allait permettre à des jeunes d'améliorer leur situation, leurs conditions de vie sociale, d'avoir du boulot, de voyager, d'étudier. Par contre, ce discours-là, ça m'a quand même laissé sur ma faim. Il a quand même fait un peu de prétérition. Moi, j'ai écouté le discours, je l'ai lu après. Il a répété à 4 reprises, je me félicite. Le président Alassane Ouattara se félicite de quoi? Quand en 2023, on nous annonce qu'il y a une deuxième augmentation sur les factures d'électricité. Il se félicite de quoi? Quand on apprend que des jeunes Ivoiriens continuent d'aller mourir dans la Méditerranée, le sucre augmente, le riz augmente, les populations sont dans des conditions déplorables. C'est un peu difficile. Il a annoncé beaucoup de chiffres concernant le gisement baleine. J'ai fait un peu mon sondage. Sur 10 Ivoiriens, combien d'Ivoiriens savent aujourd'hui ce qu'on appelle le gisement baleine? Combien d'Ivoiriens connaissent les atouts qui sont liés à cela? 50 000 barils par jour à l'horizon 2027. Bon, j'ai salué le fait qu'il ait rendu hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Il a aussi rendu hommage au président Henri Konan Bédié. Il a dit que le président Félix Houphouët-Boigny a toujours usé du dialogue et de la paix. Il a utilisé ces éléments-là comme ces bâtons de pèlerin pour pouvoir diriger. Et j'ose espérer que tous ceux qui ont suivi après le président Félix Houphouët-Boigny n'ont pas véritablement utilisé cet aspect-là, cet héritage-là qu'il nous a laissé. Si bien qu'il y a des points de revendication qui sont là aujourd'hui, qui sont intacts et qui constituent les points focaux même des crises que nous vivons à répétition. Il a dit asseyons-nous et discutons. Il a parlé du dialogue. Il a répété tout ce que le président Félix Houphouët-Boigny disait. Mais quand on parle de dialogue, qu'est-ce qu'on fait des revendications de l'opposition concernant la révision du fichier électoral, concernant la réforme de la CEI, concernant la libération de certains prisonniers, je ne dirais pas politiques, il y a des prisonniers militaires aussi, mais il y en a. Tout ça fait, tous ces éléments-là mis l'un dans l'autre m'inquiètent. Je me demande, est-ce que ça n'augure pas quelque chose de mauvais pour l'année 2023 qui vient? Pour l'année 2024, qui vient, parce qu'il n'a pas vraiment annoncé de nouvelles qui allaient nous rassurer. Quand on sait que 2024 vient juste avant les élections présidentielles, et on sait que les élections présidentielles, généralement, font peur en Côte d'Ivoire, ça rime avec un peu de guerre, un peu de bagarre, tout ça. Quand même, il aurait pu quand même annoncer des mesures alléchantes qui allaient décrisper le climat politique ivoirien. Oui, ça n'a pas été fait. Et là, bon, je l'ai découvert, je n'avais pas l'information. Je ne savais pas que l'année de la jeunesse allait continuer jusqu'en 2025. Pour moi, l'année de la jeunesse consistait d'abord à mettre tous les éléments en place en 2023 pour pouvoir satisfaire le maximum de jeunes. Ah, mais c'était un plan triennal 2022-2025. Voilà, bon. Là, à la fin de 2023, on essaie de faire un peu le bilan et... Même s'il l'a dit, le chef de l'État l'a dit, sa parole fait foi, mais ça ne se sent pas véritablement dans le quotidien des jeunes. Il faut le dire. Alors, Yacouba Sangari, on va boucler avec vous justement sur ce sujet. Quelles ont été vos impressions en tant qu'analyste politique? Bien, je ne vais peut-être pas vous surprendre, mais je comprends totalement le contre-pied de tout ce que mes confrères ont dit. Je pense qu'il ne faut pas résumer tout ce qui s'est passé en 12 mois à un événement qui intervient une semaine avant la fin de l'année. Pour moi, je trouve que c'est un tableau assez dur que les confrères dépeignent sans leur jeter la pierre. Et j'ai le sentiment qu'ils embouchent un peu la rhétorique un peu de certains opposants. Pour moi, je souhaiterais... On va lui permettre justement d'aller au bout de ses idées. Permettons-lui donc justement d'aller au bout de ses idées. C'est mon opinion. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous direz pour vous. Parce qu'il y a certaines revendications qui viennent sur cette table. Par exemple, la question des militaires. Excusez-moi, ça c'est une revendication politique. Tout le monde sait que ces militaires ont été condamnés par la justice. Je ne vais pas revenir sur ça. Je reviens au discours parce que le discours n'en a pas fait cas. Je pense qu'il faut analyser froidement le discours. Le discours a quand même plusieurs séquences. D'abord, la première séquence, c'est d'abord l'hommage à Félix Houphouët-Boigny. Quand même, tout le monde sait ce qui représente Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire. C'est le père de la Côte d'Ivoire moderne. Il reste la figure emblématique de ce qu'est ce pays aujourd'hui. Et le fait qu'on lui rende hommage 30 ans après son décès, son rappel à Dieu, pour moi, c'est un acte significatif qu'il faut saluer. Ensuite, il faut saluer aussi le renforcement de l'acquis démocratique. On a fait des élections locales ici, que l'une des rares fois, il y a eu 0 mort en Côte d'Ivoire. Il y a eu quand même des incidents. Il y a quelques incidents mineurs, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a eu 0 mort. Ça, c'est un élément très, très encourageant. Il faut féliciter. Pour moi, je trouve que c'est une maturité démocratique. Surtout que ces élections ont enregistré la participation de tous les partis politiques. Cet aspect, le président l'a relevé, je pense qu'il faut le saluer. Le président ne s'est pas arrêté là. Il a parlé aussi du leadership au plan
nationales et internationales. Et là, la Côte d'Ivoire a participé à des grands sommets et où la Côte d'Ivoire a valablement présenté le continent africain à travers certains grands rendez-vous et il a soutenu. Je pense que ça, c'est un aspect aussi qu'il faut relever. Ça, tout ça, ça fait partie des acquis. Ensuite, revenons à la fameuse question de l'année de la jeunesse. Je suis étonné et à la fois surpris que les gens se cantonnent seulement sur ce qui a été juste fait en 2023. Ce qu'il faut saluer, le fait que 2023 a été décrété année de la jeunesse, mais ça a été intégré dans un programme triennal qui s'appelle le programme jeunesse du gouvernement qui s'étend de 2023 à 2025. Ça montre que le gouvernement a une vision forte. Il ne s'est pas contenté de lancer juste un slogan. Il a dit, je décrète 2023 pour la jeunesse. En même temps, ils ont mis en place un programme triennal sur 3 ans avec un budget de 1118 milliards de francs CFA. Le président l'a dit. Et dans ça, il y a plusieurs compartiments. Je le disais la dernière fois dans un débat sur un autre média, tous les jeunes que vous voyez n'ont pas le même profil. Il y a des gens qui sont sortis de l'école, qui sont diplômés, qui sont en quête d'emploi. Il y a des gens qui sont, bon, je n'irai pas éjectés, mais qui sont sortis d'une raison ou d'une autre du circuit scolaire, qui n'ont aucune qualification. Mais ils ont droit à l'insertion professionnelle. Quand on parle d'emploi, on ne parle que de diplômés. Je suis désolé, il n'y a pas que les diplômés. Il y a des jeunes qui aujourd'hui qui ont quitté l'école au CM2. Vous voulez qu'ils deviennent quoi? Des rejets de la société? Non. Et ce plan prend en compte tout ça, notamment l'école de la deuxième chance, qui a permis aujourd'hui à des enfants qui ont arrêté l'école au CM et au CM2 d'apprendre un métier, aujourd'hui d'avoir une statut sociale, même s'ils ne sont pas très riches, au moins ils ont un équilibre. Et ça, c'est important. Et ça, vous n'imaginez pas l'impact que ça fait. Ensuite, il y a des jeunes qui entreprennent, qui ont des projets, qui ont besoin de financement. Il est clair que, je l'ai dit aussi la dernière fois, une fois ailleurs, le dernier recensement a montré qu'il y a 75,6% de jeunes. Quand vous faites le ratio avec 29 millions d'habitants, c'est au moins 20 millions de jeunes. Aucun gouvernement ne peut donner du travail à 20 millions de jeunes en une année. Laissez-moi finir. Je vais vous dire que le programme, il y a eu des acquis notables qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. Au motif que vous satisfait. Pour moi, ça me satisfait parce que il y a la réponse attente des Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens qui ont bénéficié. Il y a des témoins. Laissez-moi finir. Donc, quand le président dit qu'il y a 1 million de jeunes qui ont été impactés et il y a 200 000 qui ont bénéficié des appuis, un jeune homme qui bénéficie d'un appui, qui crée sa petite entreprise, c'est des gens qui l'emploient. Et lui, il a un équilibre social. C'est une famille qui a un équilibre social. C'est une femme, c'est des frères et ceux qui l'aident. Il y a forcément un impact. Donc, il ne faut pas qu'on s'entende qu'on distribue de l'argent aux jeunes. Et moi, quand j'entends les gens pensent que quand on dit passer c'est l'année de la jeunesse, donc on doit distribuer de l'argent à tout le monde. Non, c'est un programme. Non, c'est ce que vous pensez. Il y a des jeunes qui bénéficient et nous, on a des jeunes qui témoignent, oui. On va justement évoluer vers un aspect très important. Maintenant, je voulais finir la question de permettez justement, vous aurez certainement l'occasion d'y revenir. Non, il ne peut même pas de répondre quand même à cette question. Un peu imparti. On va y revenir certainement, on aura l'occasion d'y revenir. Je vais sur la question de l'électricité rapidement, 30 secondes. Si il faut faire une seconde lecture du discours. Le président n'a pas évoqué la question de l'électricité. Je suppose que les ministres en ont déjà parlé. Mais qu'est-ce qui permet de produire de l'électricité? C'est le gaz naturel et c'est le fioul. On est face à cette situation aujourd'hui parce que les prix ont monté sur les marchés internationaux. Mais avec le gisement baleine, en 2027, on va produire 200 000 barils par jour. Et ensuite, on va avoir 150 000 barils par jour. Il y a 150 000 barils par jour. Et l'ensemble va faire 200 000 par jour au total. On aura le gaz naturel qui est un intrant important dans la fabrication de l'électricité. On va atteindre au total 430 millions de pieds cubes. Bon, là, pour le moment, nous sommes en 2024. Oui, mais je vais dire... Et les Ivoiriens vont subir les contre-coups de cette augmentation. Oui, mais laissez-moi venir. On va justement évoluer. Vous aurez l'occasion d'y revenir. Allant de ce discours, justement, tout le monde s'attendait à des mesures fortes. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure dans vos différentes interventions. Vous avez parlé notamment de mesures politiques dans le sens de la réconciliation. Il a parlé justement de l'apaisement du climat socio-politique. À ce niveau, aucune annonce majeure visiblement de la part du chef de l'État. On a eu certainement, certes, l'annonce de la remise en liberté de 2000 prisonniers de droit commun, mais à part cela, rien de particulier concernant les exilés politiques, les prisonniers militaires ou politiques qui sont encore dans les geôles ivoiriennes. Alors, à ce niveau précis, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un manque quelque part, que c'est un virage qui a été raté ou il fallait s'y attendre dans l'action logique du pouvoir? Nando Dapa? Oui, merci. Il faut dire que malheureusement, sur ce plateau, on est en train de faire une analyse du discours. Mais ce qui a la forêt qui a un peu caché le soleil, il faut le dire tout net, c'est vraiment la cherté de la vie.
c'est la cherté de la vie et du carburant. Mais cet aspect précis, s'agissant vraiment des prisonniers, ou des exilés, oui, mais vous savez, chaque année le président en parle. Chaque année le président en parle et aujourd'hui, malheureusement, il se trouve qu'il y a encore des exilés en Côte d'Ivoire, ce qui est contraire à l'article 12 de notre Constitution. Je pense que c'est la justice qui fait son travail. Nous ne pouvons pas nous immixer dans des affaires de justice. La justice a fait son travail, la justice a condamné des personnes. Et moi, ce que par contre je déplorerais, ce sont les exilés. Il faudrait que, comme notre Constitution le recommande, que tous les Ivoiriens qui sont en exil reviennent. Mais je pense que le président de la République a toujours lancé cet appel à l'endroit de tous les exilés. Je ne sais pas quel exilé politique qui a décidé de venir et qu'on en a empêché. Aujourd'hui, l'exilé qui fait feu de tout bois en Côte d'Ivoire ici, c'est peut-être M. Soro Guillaume. M. Soro Guillaume qui est actuellement, je crois, au Burkina, en tout cas dans la sous-région, qui veut rentrer dans son pays. Là, c'est une action politique. On pourrait encourager le pouvoir, le régime actuel, de faire en sorte que le président Soro Guillaume rentre au pays. Je pense qu'au-delà de Soro Guillaume, tous ceux qui sont encore en exil doivent rentrer. Et c'est le souhait de tous les Ivoiriens. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Ça, c'est une affaire juridique. Nous n'allons pas rentrer peut-être dans les méandres de la justice pour en savoir plus, mais je crois que les démarches sont en cours. Au plan politique, les démarches sont en cours pour que tous ces exilés rentrent. S'agissant de Soro Guillaume plus précisément, je pense qu'il y a des acteurs qui sont en pourparlers avec le régime en place pour que Soro puisse rentrer en toute quiétude. Alors Michel Betta, sur cette question précisément, quel a été votre sentiment? Parce que le chef de l'État n'en a pas parlé dans son discours. Non, moi, ça me surprend guère. Hein, du président Ouattara, ça me surprend guère. Parce que je pense que c'est une... contrairement à ce que mon ami, mon co-débatteur Sangaré disait, ce n'est pas des revendications d'hommes politiques. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La crise que nous avons subie, c'est une crise que chacun a vécue, à tous les niveaux. Tu étais dans ta maison quand des gens sont venus te menacer avec des armes. Est-ce que tu as vécu ça en tant qu'acteur politique? On ne va pas penser que quand on crée un environnement qui n'est pas propice à la sérénité, à la paix, et qu'on évoque ça, c'est qu'on est un acteur politique. Non, moi, ça en faut. C'est une analyse qui s'appuie sur des faits. Aujourd'hui, 10 ans après la crise, des personnes qui ont combattu pour l'armée ivoirienne sont encore en prison. Vous pensez que c'est un fait de sérénité pour nous autres qui sommes assis ici? Et puis on va évoquer ça, quelqu'un va penser que c'est parce qu'on veut s'initier dans le schéma politique. Aujourd'hui, des personnes qui ont soutenu le Premier ministre sont encore en prison. Lui-même, il a dit dans son discours. Mais il ne faut pas rester là à penser qu'en caressant le pouvoir dans le sens du poil, on aide la Côte d'Ivoire. Non! Mais selon vous, qu'est-ce que le président aurait dû faire, le président qui ne veut pas justement s'immiscer dans le judiciaire? Non, s'il vous plaît. Je sais que la Côte d'Ivoire, notre histoire est récente. Notre histoire est tellement récente qu'aujourd'hui, on sait que devant l'action juridique, l'action politique est plus importante. Au point que d'autres ont eu une condamnation de 20 ans et ils sont encore dehors. Parce qu'on comprend que pour les intérêts nationaux, il faut privilégier l'entente politique, la réconciliation. C'est dans ce sens-là qu'on pose des actes. C'est à ce titre-là même que Ouattara a été candidat en Côte d'Ivoire en 2010. Vous oubliez cela? Il a fallu une décision politique pour qu'il soit candidat à la présidentielle. Donc il ne faudrait pas qu'on se leurre. On pense que il estime qu'il ne faut pas s'initier dans l'affaire politique, dans l'affaire juridique. Mais si la justice va nous entraîner dans d'autres crises, on fait quoi? On la laisse? Voilà, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on va libérer 2000 détenus de droit commun. Mais ceux qui sont en prison depuis 10 ans, parce qu'ils ont combattu pour l'année ivoirienne, on ne peut pas les libérer? Quelles sont les réponses? Tous ceux qui ont combattu, on ne le reproche pas. Laurent Gbagbo, même pour qui ils ont combattu, est parti à La Haye. Il est revenu. Il a été acquitté. Blé Goudé a été acquitté. On ne lui a pas trouvé de crimes. Donc, quand le président ne le fait pas, il n'a eu de la réconciliation. C'est-à-dire, il a arrangé la réconciliation à sa guise. Il s'en fout de la réconciliation. Il pense qu'en mettant l'aspect des infrastructures, l'aspect de l'économie dans lequel même on est engouffré parce que la cherté de la vie est en train de nous dénailler tous, personne ne dira le contraire. Donc, il pense qu'en le faisant, il va faire taire toutes les vérités,
que pour la réconciliation, libérer ces prisonniers-là qui n'ont rien à faire en prison. Parce que ce qu'on leur reproche, rien n'a été prouvé. On ne leur a même pas permis de se défendre. Ils sont encore en prison. Pourquoi? Pour quelle raison? Moi, je dis toujours, si un Ivoirien doit subir par l'injustice, je préfère m'engager pour qu'il soit libre. Parce que la prison, c'est pas fait pour quelqu'un qui n'a pas commis de délit. On vous aura compris sur ce sujet. Alors, Soro Djabega, votre sentiment justement après ce discours qui n'a pas visiblement pris en compte cet aspect-là, que beaucoup d'Ivoiriens attendaient du reste. Très tôt, j'étais le pavé dans la main, j'en ai parlé tout à l'heure, et ça n'augure pas de bonnes choses, je vais répéter ce que j'ai dit. Je pense qu'on doit privilégier, comme le doyen l'a dit, il faut privilégier l'intérêt national et considérer un certain nombre d'éléments pour pouvoir préserver la paix dans le pays. Il a dit il y a encore des personnes qui sont détenues, encore des prisonniers politiques, des prisonniers militaires. Tout ça, ce sont des terminologies qu'on trouve pour pouvoir encore garder certaines personnes de l'autre côté, mais ça n'en vaut plus la peine. Voilà, le climat politique est apaisé. Le doyen l'a dit tout à l'heure, on a connu des élections récemment où il y a eu 0 mort. Le président de la République a évoqué cela hier dans son allocution. 0 mort, mais quand même beaucoup d'incidents. Oui, j'en viens. Dans son allocution, il a dit que la Côte d'Ivoire atteint aujourd'hui une maturité politique. Cette maturité politique-là doit se ressentir quand même dans la prise en compte de certaines revendications des partis politiques de l'opposition. Il faut réintégrer le président Laurent Gbagbo dans le fichier électoral. L'opposition a demandé une audit de la CEI en son temps, qui n'a pas été prise en compte. Actuellement, ils sont en train de travailler dans ce sens-là encore. Je pense qu'il faut écouter l'opposition parce que quand on parle du gouvernement, c'est tous les partis politiques, c'est tous les Ivoiriens, c'est tout le monde qui cotise pour financer le gouvernement. Donc, ils ont leur mot à dire. Donc, pour pouvoir donner vraiment de la force aux propos du chef de l'État, je pense que ces éléments-là doivent être respectés. Et il y a l'ANE aussi qui a évoqué le cas de Guillaume Soro, qui est encore en exil, qui est le fils du président Alassane Ouattara. Je pense qu'il est temps qu'il se penche sur la question aussi. Il faut que tous les enfants du pays reviennent. Quand même, c'est une grande personnalité. Il ne faut pas se leurrer. Guillaume Soro fut président de l'Assemblée nationale. Il a été Premier ministre. Il a été très proche du président Alassane Ouattara. Nous avons tous vécu ce qui s'est passé. Nous sommes des acteurs de la crise de 2010, comme le doyen Beta l'a dit. Enfin, des témoins. Mais on peut même dire des acteurs. Chacun à son niveau. Hein. Absolument, oui. Quelque part dans une certaine mesure. Les acteurs, ce n'est pas seulement ceux qui ont pris des armes. Donc nous avons tous vécu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est vraiment déplorable que d'autres se retrouvent de l'autre côté. Nous sommes en politique. Hein. Il n'était pas forcément appelé à demeurer au RAGP, mais il doit rester en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense qu'il faut considérer l'intérêt général. Il faut privilégier l'intérêt général. Et le président l'a dit, il s'est félicité à plus d'un titre sur certains éléments. Il faut le reconnaître, la Côte d'Ivoire atteint un certain niveau aujourd'hui dans la sous-région. Le leadership de la Côte d'Ivoire est assez prononcé dans la sous-région, il faut le dire. On ne vient pas sur le plateau seulement pour le critiquer. Mais je pense qu'il est temps de tenir compte des revendications de l'opposition. Parce que, j'aime à le dire, les élections en Côte d'Ivoire, comme qui dirait, ressemblent un peu à un conditionnement pavlovien. Quand on parle d'élections, ça rime avec la guerre. Et cette fois-ci, il faut faire mentir cette doctrine-là. Il faudrait qu'on parte aux élections sans qu'il y ait de palabres, sans qu'il y ait de guerre. Mais ça passe par des actions concrètes que le président Alassane Ouattara va mener. Ça passe aussi par des actions concrètes au plan social aussi. Il faut qu'il considère véritablement la situation des populations. Moi, j'ai l'impression que souvent, le gouvernement est déconnecté des réalités des Ivoiriens. Des réalités sociales, ça, il faut le dire. Quand il parle, c'est comme si tout va bien, on circule facilement, on mange facilement, le panier est plein à la maison. Mais je vous donne un exemple, je l'ai dit sur un plateau de télévision à la PMI de Makori. Ça fait 2 ou 3 mois que les gens ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de kit d'accouchement. Il n'y a pas de kit d'accouchement. Et il y a tant d'exemples comme ça qui se dégagent un peu partout. Donc il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on trouve des maquillages souvent pour pouvoir cacher nos réalités. Après, c'est nous qui en pâtissons. Alors justement, Yacouba Sangaré, des revendications réalistes en 3 minutes. Non, d'abord avant ça, tout à l'heure vous m'avez arrêté sans faire polémique, je souhaiterais vous me laisser à l'au bout de mon idée. Parce on a quand même 3 minutes de temps de parole. Non, je ne serai pas trop long. Ça. Sur la question des militaires par exemple, bon, moi je pense qu'il faut quelque chose. D'abord la réconciliation, elle ne se décrète pas. La réconciliation, c'est d'abord l'engagement de tout le monde. Ça c'est un. Deuxième chose, c'est pas parce que des gens qui ont commis des crimes, qui sont allés au-delà même de leurs prérogatives. Quand on va prendre par exemple 4 personnes, le directeur d'une nouveauté, 4 expatriés, qui ne sont même pas des nationaux, qui n'ont rien à voir, comme on dit, dans notre crise, et qu'on va les exécuter froidement, et qu'on est jugé par la justice, et tout le monde... Non, laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Je vous ai écouté religieusement. On va lui permettre justement d'aller au bout de ses idées. Vous aurez l'occasion de rebondir. Vous aurez l'occasion de rebondir. On va permettre justement à Yacouba d'aller justement au bout de ses idées. Allez-y. Sur des faits concrets. Allez-y. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je parle des faits concrets.
Voilà, donc je disais qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a les civils et les militaires. Il y a certains militaires qui ont été condamnés parce qu'ils se sont rendus quand même de crimes graves. Comme par exemple le cas de 4 expatriés, dont l'ancien directeur général du Novotel, qui ont été enlevés et qui sont des expatriés qui n'ont rien à voir dans la crise ivoirienne, qui ont été froidement assassinés. Et ça, ils ont été jugés pour ça. Le capitaine Dossou, il a été attrapé au corridor qu'ils avaient installé justement avant d'aller au Novotel et qui a été froidement assassiné. Donc, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, on ne fait pas le problème. Je vais dire, pour la réconciliation, il y a beaucoup d'actes forts qui ont été déjà posés. Pour moi, le pays, pour moi est réconcilié. Enfin, qu'est-ce que vous appelez? Laissez-moi finir. Qu'est-ce que vous appelez en faire preuve? Libérer ces militaires qui ont été condamnés, qui sont rendus de coups graves. Moi, mon avis, non. Pour moi, les Ivoiriens sont déjà dans leur ensemble réconciliés. Je l'ai dit, on fait les élections apaisées, les partis politiques participent. Il ne faut pas de septembre d'incidents, mais l'incident, les observateurs l'ont reconnu, ça n'entache pas la régularité du scrutin. Donc, brandir la question de ces militaires, pour moi, c'est une revendication politique qui n'a pas lieu d'être. Du sort des exilés politiques. C'est pas ça qui va faire la réconciliation. Mais la question de Guillaume Soro, vous savez, Guillaume Soro, il n'est pas dans une poursuite pour entrer en Côte d'Ivoire. Quand vous voulez rentrer quelque part, quand vous estimez que vous êtes en exil et que vous avez des problèmes avec vos autorités, il y a des postures qu'on adopte. Quand vous êtes dans une posture de défiance vis-à-vis des autorités ivoiriennes, ça veut dire que vous-même vous êtes dans une disposition de ne pas vouloir rentrer. Et puis de plus, est-ce qu'on en est à vie? Oui, mais non, il y a des gens qui ont été condamnés. Je vous répondrai qu'il y a des gens qui... Laurent Gbagbo a été condamné, il est rentré. Blé Goudé a été condamné, il est rentré. Il a été acquitté tout simplement parce qu'il y avait un enjeu selon... Non, ça n'a rien à voir. Il a été condamné par la justice ivoirienne. Jusqu'à présent, la condamnation n'a pas encore été livrée. Renseignez-vous, on est des journalistes, c'est des faits, ça et là. Laurent Gbagbo a été condamné, il y a un condamné de 20 ans sur lui, il y a une condamnation de 20 ans sur lui. Blé Goudé, c'est une condamnation de 20 ans, il est rentré. Il m'a demandé qu'est-ce que Blé Goudé a fait pour rentrer. Blé Goudé s'est mis dans une disposition de paix, de réconciliation. Mais ce seront ne pas dans une disposition de réconciliation. Et de le reconnaître. C'est que vous ne pouvez pas accepter. Pourquoi vous voulez que les autorités acceptent? Vous êtes en conflit avec votre frère. Il est dehors de la maison, il vous insulte. Vous acceptez qu'il rentre tranquillement, gaillardement? Il doit se mettre dans une posture. Non, c'est une caricature. C'est une caricature. Non, c'est une image que je prends. Je suis désolé. Guillaume Soro n'est pas. Il n'est pas contraire à l'exil. Il n'est pas au-dessus de la loi ivoirienne. Il a été condamné. Qu'il vienne. Voici la procédure. Il a été condamné. Il rentre en Côte d'Ivoire. Merci le président va apprécier. Le cas du Forum de la Réconciliation 2001, qui a permis donc à tous les acteurs politiques majeurs de se retrouver en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Justement, on a fait fi de beaucoup de choses, mais enfin, je pense que ça dépend donc de l'appréciation de chacun. Non, du comportement du condamné. Monsieur Guillaume Soro n'est pas dans une posture de réconciliation. Un retour de sa part. Mais ils l'ont permis qu'il gratte. Très bien. On va donc marquer une pause commerciale. On va marquer une pause commerciale et on revient pour le second sujet de notre plateau. Propriétaire de maisons à Abidjan et à l'intérieur du pays, faites comme Monsieur Kwame, souscrivez dès maintenant au prépaiement de loyer de Celped Finance pour recevoir le montant attendu au titre de vos loyers avant la fin du mois. À Celped Finance SA, nous prépayons votre loyer. Propriétaire, venez dès maintenant souscrire car cette offre est limitée. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'agence Celped la plus proche ou contactez-nous au 27 22 41 55 85 ou sur www.celpedfinance.com. Retour donc sur notre plateau pour aborder donc le second sujet de cette émission, de ce spécial Nouvel An 2024, qui fait un peu le tour des différentes interventions donc des leaders politiques ivoiriens, dont le chef du mouvement Génération Peuple Solidaire, Guillaume Soro, en exil et qui, dans son adresse à ses militants et aux Ivoiriens, a demandé que l'opposition justement fasse un bloc autour d'une personnalité à même de défendre ses intérêts en 2025 pour la présidentielle. Alors sur le sujet Nando Dapa, c'est une intervention c'est une proposition qui suscite beaucoup d'intérêt parce qu'elle vient de comme l'ancien chef du gouvernement ivoirien, ex-numéro 2 du régime ivoirien de 2011 à 2019. Alors sur ce fait, de façon précise,
Selon vous, quel est l'intérêt de cet appel lancé par Guillaume Soro? Oui, mais il ne faudrait pas s'étonner de cet appel de Soro. Guillaume, il n'est pas à son premier essai. Je crois qu'en 2020, il a lancé le même appel. Lorsqu'il était encore en exil en Europe, il avait demandé que l'opposition se mette en rang de bataille pour chasser le pouvoir à l'époque. Si l'opposition n'est pas unie, il lui sera difficile de gagner les élections en 2025. Déjà, avec tout ce que le régime actuel a fait, quand bien même on parle de cherté de la vie, on parle des difficultés des Ivoiriens, mais quand même, je pense qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées économiques, il y a eu des avancées au plan social, il y a eu des avancées au plan diplomatique. Et donc, il y a eu beaucoup d'avancées. Mais en même temps, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes que seul, si le pouvoir, j'allais dire, l'opposition est unie, est bien rangée, pourra vraiment amener les Ivoiriens à faire basculer vraiment la tendance. Sinon, pour l'heure, la tendance est du côté du pouvoir. Et Soro Guillaume était en exil. Et lui, il ne doit son salut que lorsque le pouvoir actuel ne sera plus aux affaires. Sinon, si le pouvoir actuel est encore aux affaires, comme le disait tantôt mon confrère Sangaré, eh bien, lui, il n'a pas son salut à venir. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Rectificatif. Il me prend des propos vous avez l'occasion de rectifier cela tout à l'heure quand vous allez intervenir. On va permettre. Il est là-bas et il n'a pas adopté une posture qui lui permet de rentrer. Une posture d'humilité, certainement, vous mettez. Donc ça veut dire que tant qu'il ne change pas, il ne pourra pas rentrer. Et lui n'est pas aussi dans. Il n'est pas prêt à changer. Il a justement 2 condamnations qui pèsent sur lui. Alors. Qui pèsent sur lui, 10 membres de son entourage sont encore condamnés. En prison. Ils sont encore en prison. Et donc lui, il ne doit son salut qu'avec l'union de l'opposition qui pourra, n'est-ce pas, gagner les élections en 2025 et lui, il pourra rentrer tranquillement. Alors il y a tout intérêt. Michel Betta, à partir de cet appel, selon vous, quels sont les profils qui peuvent se dégager pour représenter justement cette personnalité-là qui pourrait défendre les intérêts de l'opposition pour cette élection présidentielle? Non, mais il faut dire que l'appel de Soro est à propos, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que, toute l'armada que même le RADP pour se maintenir au pouvoir, je crois que c'est une opposition soudée, unie, qui peut, par les unes, faire partie de ce pouvoir-là. Et souvent, en lançant son appel, a dit qu'il est tout prêt à apporter sa contribution. Ce qui signifie que dans sa vision, ce n'est pas lui, le leader qui souhaite pour l'opposition, mais il souhaite plutôt quelqu'un d'autre. Moi, je crois que les profils qui se dessinent aujourd'hui, on voit que le pays a un candidat qui a même de fédérer toutes ces énergies-là et qui a le bon profil pour porter l'opposition au pouvoir en 2025. Et je crois que l'appel de Soro devait être entendu par les autres formations politiques afin que bloc soit fait derrière Tidiane Thiam, le nouveau président du PDCI, et que cette opposition-là puisse en faire en sorte que les Ivoiriens qui ont longtemps souffert du régime RADP, qui peinent encore sous le poids des solutions factices du pouvoir RADP. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand Ouattara faisait la campagne en 2010, son slogan c'était solution, Ouattara solution. Mais aujourd'hui, on voit que ces solutions ne marchent pas et d'autres veulent proposer des solutions qui marchent. Thiam l'a dit, il veut proposer des solutions qui marchent. Donc, ce que je veux dire que l'appel de Soro, son accord. Et je crois que l'opposition ivoirienne devait s'en saisir à 2 ans de la présidentielle. C'est maintenant qu'on forme les unions pour aller à une bataille comme celle de la présidentielle. C'est ce que vous discernez pour le faire, c'est Tidiane Thiam. Aujourd'hui, quand on voit les différentes formations politiques dans leur ossature, il n'y a pas un profil qui se dégage mieux que celui que présente le PDC. C'est ce que je veux dire. Mais il appartient à chaque formation politique de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui est aussi charismatique, aussi, je suis bien en vue au plan national et au plan international pour porter la volonté des Ivoiriens et la volonté de cette opposition-là de mettre en place. Parce que le souci de l'opposition, ce n'est pas seulement de faire partie du pouvoir RADP, c'est de réinstaurer la démocratie sur laquelle le RADP est en train de piétiner. Vous imaginez, aujourd'hui encore, nous sommes en train de parler de l'acte de 2010. Pourquoi? Parce que le RADP n'a plus de la réconciliation. Parce que les Ivoiriens dans l'ensemble veulent arriver à une réconciliation vraie. Souvent, les gens oublient qu'avant le coup d'État de 99, il n'y avait pas eu de coup de feu. Il n'y avait pas eu de coup de feu. Donc, on était dans un climat de paix. Avant la rébellion de 2002,
tous les partis politiques étaient au gouvernement, comme ce qui n'est même pas le cas aujourd'hui. Tous les partis politiques étaient au gouvernement et là, on a vu la rébellion se déclencher. Ça vous dit que les crises n'ont pas besoin d'effet d'annonce. Mais quand on voit un environnement qui n'est pas propice à garantir la sécurité, à garantir la paix pour tous les citoyens, c'est ce qui nous entraîne dans des crises à n'en point finir. Donc pour nous aujourd'hui, notre souhait, c'est que le RHDP, qui est en train de piétiner la jeune démocratie moyenne, puisse ouvrir les vannes pour que d'autres personnes qui veulent proposer une démocratie plus consciente pour la Côte d'Ivoire puissent prendre le pouvoir. Soro Djabiga, est-ce que cette proposition de Guillaume Soro a des chances objectives d'aboutir? D'abord, est-ce qu'elle est réaliste? Ensuite, est-ce qu'elle a des chances d'aboutir dans le contexte que l'on connaît? Quand on sait qu'il y a des formations politiques, et non des moyennes comme le PPACI, qui tiennent visiblement à revenir au pouvoir. Laurent Gbagbo n'a jamais renoncé à ses intentions de le faire. Il n'a jamais dit qu'il ne tenterait pas de se présenter. C'est un objectif du PPACI. On a aussi le FP de l'autre côté qui a fait alliance qui est dans une sorte de partenariat avec le RHDP et Guillaume Soro qui propose une union, une fédération des énergies. Vous me posez la question de savoir si sa déclaration est réaliste. Si sa proposition est réaliste, mieux elle est pertinente. En le disant, Guillaume Soro défonce une porte qui est déjà ouverte. Parce que la proposition de l'union de l'opposition, c'est une alternative. Elle est plus qu'une alternative, ça s'impose aujourd'hui. L'écosystème politique en Côte d'Ivoire est tel qu'aujourd'hui, quand l'opposition ne se réunit pas, elle ne peut pas arracher le pouvoir d'État. Et la réalité est qu'aujourd'hui, le RHDP est véritablement implanté. Le RHDP a déployé une de ses machines aujourd'hui, mais qui est vraiment, vraiment bien implanté avec tous les atouts et toutes les assurances qui vont avec. Si bien que on a vu les résultats lors des dernières élections de septembre 2023, du 2 septembre 2023. Donc aujourd'hui, un seul candidat ne peut pas se dégager et donner l'assurance de pouvoir arracher le pouvoir d'État au RHDP. L'opposition a besoin de se mettre ensemble. Et plus particulièrement, j'en viens, plus particulièrement Guillaume Soro dans son cas, il est obligé, il n'a pas d'autre discours à tenir que l'appel à l'union. Parce que d'abord, il ne peut pas être candidat. Son parti est très jeune, il a été d'ailleurs dissous, il ne peut pas faire acte de candidature, il ne peut pas désigner de candidat non plus. Laurent Gbagbo n'est pas encore allégé des plaintes qui planent sur lui, qui font qu'aujourd'hui il ne peut pas être candidat. Et le PDCI aujourd'hui a un atout, a un candidat qui est Tidiane Thiam, qui se dégage avec beaucoup d'atouts, beaucoup d'éléments en tout cas qui courent en sa faveur. Donc, même s'il ne cite pas directement Tidiane Thiam dans sa déclaration, mais tout porte à croire que Guillaume Soro appelle tous les Ivoiriens, notamment l'opposition, à soutenir Tidiane Thiam. Alors vous également, vous discernez, vous êtes sur la même longueur d'onde que Michel Betta concernant le profil de Thiam comme étant celui qui est idoine à l'heure actuelle pour l'opposition, pour aller dans un front commun en 2025 face au pouvoir du RHDP dont on ne connaît toujours pas l'éventuel candidat. Alors Yacouba Sangaré, votre avis là-dessus? En 2 minutes. Là, cette union de l'opposition, cela pour plusieurs raisons. D'abord, le choc des ambitions militaires, et puis ensuite, aujourd'hui, on le voit, on sait que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ce n'est pas tout. On sait que ce n'est pas l'amour parfait par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, et puis, le choc des ambitions va faire en sorte que je ne crois pas à ça, parce que les intérêts sont divergents. Tout le monde va vouloir être président. Je ne crois pas que Guillaume Soro appelle à l'union pour être derrière quelqu'un. Guillaume Soro a toujours été un ambitieux du pouvoir. Ensuite, revenons au cas de Tidiane. J'attends le confrère dit qui sera le candidat. Nous sommes des jeunes qui travaillent sur les faits. Sur les femmes, pour le moment, il n'est pas candidat du PDCI. Il est président du PDCI. Ensuite, il va avoir sûrement, quand la convention va arriver, des candidats. Rien n'est dit qui sera le candidat, puisqu'il y a des cadres du PDCI. Laissez-moi finir. J'ai fini. Non, on est des journalistes. Ils ont dit qu'il serait le candidat du parti au Congrès. Non, écoutez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, je passe sur des faits. Il y a une motion n'entérine pas, il y a une convention qui entérine le choix du candidat. On est des journalistes sur des faits. Ne vous fiez pas à une motion. Il y a une motion au Congrès, mais c'est une convention qui désigne le candidat selon les thèses du PDC. Je parle sur des faits précis. Et sur l'état de ces faits-là,
On ne peut pas dire que Didier Thiam est le candidat du PDCI. On ne peut pas le dire. Le dit maintenant en tant que journaliste. Je pense qu'on outrepasse notre mission d'informer en 2 minutes. Il pourrait l'être. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Il pourrait l'être, mais il ne l'est pas. Surtout qu'au sein du PDCI, il y a des cadres qui ne font qu'un mystère de leur volonté d'être candidat du PDCI, notamment Bion par exemple. Donc là, c'est un autre débat. Donc je ne crois pas du tout à ça. Et puis en plus, c'est une opposition vraiment, excusez-moi le mot, qui a déjà géré le pouvoir, qui a montré ses limites. Aujourd'hui, tout le monde voit le décalage abyssal entre le pouvoir RHDP, entre ce que le RHDP a fait depuis 2011 pour le pays. Tout le monde voit, les faits sont visibles. Le président du PDCI, il a reconnu dans une vidéo, dans sa première interview, il a reconnu que le RHDP, sous le leadership du président Ouattara, a fait beaucoup de bonnes choses. Pour résumer, laissez-moi finir, discutons calmement. Le PDCI, c'est le dialogue, laissez-moi parler, je vous écoute tranquillement. Donc, ils sont conscients que même le président du PDCI, lui est conscient que le RHDP a fait beaucoup de bonnes choses. Donc, les Ivoiriens, pour finir, les Ivoiriens ne lâcheront pas en 2025 la proie pour l'homme. Ils savent ce que le RHDP leur a apporté. Je suis certain. Face à une opposition qui est divisée, qui en manque de repères, qui ne sait même pas qui sera son chef, on sait qu'il y aura des batailles internes. Et moi, j'avoue que je ne mets pas beaucoup de pieds sur l'ingénieur qui a refusé un combat à la loyale pour prendre les rênes du PDCI. Je m'arrêterai là. Ok, très bien. On vous aura compris. On va permettre donc justement pour terminer cette émission à chacun d'entre vous de dire un dernier mot en 1 minute pour sa conclusion. Non seulement sur les différents sujets que l'on vient d'aborder, mais également à l'endroit de nos téléspectateurs pour la nouvelle année, peut-être vos espérances, vos souhaits pour 2024 pour la Côte d'Ivoire. 1 minute, chacun. Commence par vous, Nando Dapa. Eh bien, nous avons suivi le discours bilan du président de la République le 31 décembre 2023 et aussi les sillons qu'il entend tracer pour 2024. Et nous constatons que la Côte d'Ivoire est en chantier. Le RHDP, sous le leadership du président Alassane Ouattara, a fait beaucoup de choses, mais en même temps, les Ivoiriens attendent beaucoup du président de la République parce que à côté des chantiers qui foisonnent, il y a la réalité des Ivoiriens. Les Ivoiriens croupissent aujourd'hui sous le poids de la cherté de la vie. Et nous attendons que le président qui a promis des solutions, que ces solutions-là arrivent vraiment rapidement pour sortir les Ivoiriens de leur situation. Mais aujourd'hui, avec l'appel de Soro Guillaume, parlant de l'appel de Soro Guillaume, j'allais dire, je pense que c'est un appel qui a sa raison d'être parce que quand même, la démocratie aussi, il faut que la démocratie s'entretient des débats politiques. Et il faut qu'on sente l'opposition, le pouvoir travaille pour le pouvoir, travaille pour les Ivoiriens, le pouvoir est au pouvoir, le régime est au pouvoir, mais il faut que l'opposition aussi s'oppose. Et c'est ça qui n'est-ce pas, l'œuvre de la démocratie. La solution pour la Côte d'Ivoire en 2010 pendant la présidentielle n'a pas de solution pour eux. Devant les difficultés sous lesquelles les Ivoiriens ploient, il a donné rendez-vous en 2027 concernant l'électricité. Je crois qu'il espère comme ça peut-être gagner 2025, mais c'est pas sûr. Parce que les Ivoiriens ont compris qu'on ne les prendra pas à ce jeu de dupes. À ce jeu de dupes dans lequel ils sont plongés par la faute du régime RHDP. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le pouvoir RHDP est en déphasage total avec la réalité de nos populations et c'est dommage. Là où on entendait des solutions concrètes, on a vu plutôt des promesses. Et bon, je crois que les promesses en politique ne valent que pour ceux qui veulent y croire parce qu'on sait que les politiciens font trop de promesses et peu sont exécutés. Donc, je veux lancer un appel aux Ivoiriens de tenir bon. C'est vrai, c'est difficile, mais je crois que 2025 nous donne à espérer qu'un changement est possible pour que la Côte d'Ivoire ait d'autres alternatives dans le sens de la direction du pays. Pour en revenir maintenant à... Non, vous avez poussé votre temps de parole. Vous avez poussé mon temps de parole, mais laissez-moi une seconde pour juste parler de l'appel de Soro à l'opposition. Je crois que cet appel-là sonne à propos et j'espère que l'opposition saura saisir cet appel-là, comme l'opposition en son temps a saisi l'appel du président Naki pour créer le RHDP à Paris pour pouvoir arracher le pouvoir au président Laurent Gbagbo. Ok, très bien, Soro Djabiga. Bon, c'est un appel que je lance à l'endroit du président de la République, le chef exécutif de la Côte d'Ivoire. Je vais lui, en toute humilité, je vais demander au président de la République de se pencher sur la situation sociale des Ivoiriens. Il faut le reconnaître, le pouvoir en place a réussi beaucoup de défis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir a su positionner la Côte d'Ivoire à l'échiquier international
La Côte d'Ivoire aujourd'hui atteint un certain niveau qui est vraiment considérable, qui est vraiment respectable. Au plan interne, on a réalisé des infrastructures, pas mal de projets. La Côte d'Ivoire aujourd'hui en termes de voirie est beaucoup compétitif en Afrique. Il y a beaucoup de projets en tout cas. Au niveau de l'enseignement professionnel, il y a le ministre qui a réalisé pas mal de prouesses aussi, qui permet à beaucoup de jeunes d'aller acquérir des compétences à l'extérieur pour venir. Tout ça concourt dans le bilan du RAGP. Mais au plan social, ça a été vraiment un échec au plan social. Et je pense qu'il n'est pas tard pour pouvoir vaincre la machine du PDC, la machine de l'opposition qui est en train de se dégager. Il faut que le RAGP arrive à toucher le cœur des Ivoiriens en se penchant sur leurs problèmes pragmatiques. Les gens ont faim. C'est ce qu'il faut dire. Les gens ont faim, ils ont beaucoup de problèmes. Et c'est ça qu'il faut se pencher. Au plan politique, il faut arriver à décrisper l'atmosphère politique. Je ne vais pas les citer. Il y a des gens qui sont encore en prison, d'autres sont en exil, d'autres ne peuvent pas être candidats. Il faut vraiment régler ces questions-là. Les revendications de l'opposition concernant la réforme de la CEI, tout ça, il faut revoir toutes ces questions-là. Pour votre conclusion. De se souvenir de nous venions en 2011. De 2011 à aujourd'hui, sous le leadership du président Ouattara, beaucoup de choses ont été faites pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de constructions d'infrastructures, des routes. Le taux d'électrification aujourd'hui à 87%, où il était à 33% en 2011. Et au niveau social, contrairement à ce que mes confrères disent, il y a eu quand même beaucoup d'acquis. Il ne faut pas oublier que le salaire des fonctionnaires a été débloqué alors qu'il était bloqué depuis 30 ans. Ensuite, il y a eu une augmentation l'année dernière de la prime contributive de logement pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, sans compter la prime SIPSAL qu'on appelle la prime ado. Et aujourd'hui, prenez l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, tous les fonctionnaires reconnaîtront qu'aujourd'hui, que Alassane Ouattara, ils n'ont jamais eu autant d'acquis sociaux qu'ils n'ont eu que sur un président à part Foboigny. Les salaires ont été remontés, les médecins, tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'il y a un changement qualitatif dans leur vie. C'est vrai, depuis 2020, on est face à une conjoncture économique qui font 5 secondes. Une conjoncture mondiale qui font qu'il y a une certaine hausse du prix de la vie. Mais il ne faut pas se limiter à ça. C'est une conjoncture mondiale. Il ne faut pas oublier les acquis sociaux. Donc je leur demanderai de rester lucide. Je le répète, de ne pas lâcher la proie pour l'homme. Entre celui qui a déjà fait ses preuves et celui qui promet, on préfère rester à celui qui a fait les preuves parce qu'on sait de quoi il est capable. On vous aura tous compris. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous étions donc au tout premier numéro de la météo politique pour 2024. On va se dire au revoir en vous souhaitant une fois de plus nos voeux les meilleurs pour cette année qui s'annonce. Et que nous espérons tous apaisés et pleines de bonnes choses pour la Côte d'Ivoire et pour le reste du monde, et surtout avec la CAN, et que les éléphants gardent la coupe en Côte d'Ivoire, comme on peut le souhaiter. Au revoir à tous. Merci.